Bienvenue dans Aparté. Le podcast de l'innovation média. Moi, j'ai l'habitude de dire que je fabrique des médias à petit prix. Je fais beaucoup de choses par moi-même. Je suis assez bon aussi pour trouver des partenaires pour m'aider et du coup pour créer des médias qui coûtent pas cher à produire. Dans Aparté, on vous raconte chaque semaine l'innovation média avec celles et ceux qui la pensent et la mettent en œuvre. Salut Jean-Baptiste Diebold. Bonjour Philippe Couve, bonjour à toutes et tous. Cette semaine encore, nous sommes en mode confinement et donc interview à distance avec en ligne avec nous Christophe Coquille, le créateur du média Geek Junior. Bonjour Christophe. Bonjour à vous tous. Où est-ce que tu es confiné, Christophe ? Je suis confiné dans un endroit très sympathique qui est le Tarn, dans la belle ville de Gaillac. Voilà, donc... Et ça n'est pas une destination spéciale confinement, c'est là en fait que tu vis à l'année, oui, n'est-ce pas ? je ne suis pas un de ces Parisiens qui auraient fui la capitale. Non, pas du tout. Je vis dans le Tarn depuis des années. Depuis, ça fait 14 ans maintenant. 14 ans, avec un petit entracte à Barcelone pendant ces 14 ans. Mais après, ouais, j'ai ma maison ici et j'ai créé des médias ici. Voilà, toute une partie de ma vie professionnelle s'est faite dans le Tarn. Eh bien, nous te souhaitons bienvenue Christophe dans Merci. Aparté. Aparté, c'est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et Samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Christophe, tu vas nous expliquer ce qui t'a poussé à créer le média Geek Junior, média en ligne et bientôt magazine papier, qui s'attaque aux questions numériques pour les adolescents et un peu aussi pour leurs parents qui ont parfois du mal à suivre. Illustration avec le youtubeur Cyprien. Les vieux et la technologie, c'est pas encore, c'est particulier quoi. Hein. Déjà quand ils en parlent, quand ils parlent de technologie, j'ai l'impression qu'ils font tout leur possible, ils font leur maximum pour se tromper. Ouh là là, je capte mal la Wi-Fi. Peut-être redémarrer la pasta box. Pasta box. D'ailleurs, un des passe-temps des vieux, mettre un article là où il y en a pas. Par exemple, Vas-y, montre-moi ton truc sur l'internet. Internet. Pas l'internet. Répétez après moi, Internet. Ah mais tu sais que moi aussi je vais sur le Facebook. Juste Facebook. C'est plus net. Mes parents par exemple, ils galèrent, mais ils galèrent à un niveau professionnel quoi. Ils essayent, mais ils font n'importe quoi. Alors, ce sont ces ados illustrés par Cyprien et leurs parents qui sont la cible de Geek Junior, Christophe Coquille. Oui, ce sont ces ados. C'est vrai qu'on a une vision de l'adolescent toujours collé à son écran qui serait un geek en puissance qui serait capable de tout faire avec son appareil mobile ou avec un ordinateur. En fait, on en est assez loin la plupart du temps. Et c'est vrai que c'est un peu pour ça que j'ai pensé créer ce média en ligne dans un premier temps qui s'appelle Geek Junior. L'objectif était de pouvoir aider les adolescents à mieux maîtriser leur environnement numérique. Qu'est-ce qu'on trouve très concrètement sur Geek Junior ? Quel type de papier ? Quel type de sujet ? Alors sur la version web, c'est assez large. Déjà au niveau j'allais dire de l'âge de la cible, on est assez large, c'est-à-dire que ça va presque du primaire, CM1, CM2 jusqu'au lycée. Sur la version papier, là, on va cibler plus précisément les collégiens. Et alors après, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve énormément de sujets différents autour de l'univers geek. Ça peut être effectivement tout un tas de sujets sur les applications, sur aussi la programmation informatique, la robotique, donc des choses qui peuvent être assez pointues, mais on va aussi parler de sujets beaucoup plus larges de l'univers geek. On va parler de séries télé, on va parler de manga,
Voilà, tout ce qui tourne autour de l'univers geek au sens large. C'est un peu l'objectif de la version web. Sur la version papier, là, on est un petit peu plus sur la partie vraiment geek et sur la partie tuto pour conseiller les ados pour mieux maîtriser leurs outils. Est-ce qu'on peut donner un exemple des articles qui sont actuellement en ligne, de ceux qui intéressent le plus, qui marchent le mieux? Alors, l'article qui fonctionne le mieux depuis longtemps, c'est un récapitulatif qu'on a fait de toutes les ressources pour apprendre à coder. Sur le site web, vous mettez 50 ressources pour apprendre à coder et puis vous allez trouver tout de suite cet article. Et c'est vrai que c'est un article qui fonctionne très bien. Après, il y a des articles qui peuvent être juste sur l'actualité. Par exemple, il y a une nouveauté, une mise à jour sur Instagram. Tout de suite, ça va bien fonctionner. Ça va intéresser à la fois les adolescents et puis aussi leurs parents, souvent. Et donc, on a ce type de sujet d'actualité que l'on fait régulièrement sur la version web. Mais effectivement, tout ce qui concerne l'éducation, la programmation fonctionne bien. Après, avec le confinement, ça a un petit peu bougé. On a un Alors justement, quel a été l'impact du confinement? très important sur l'audience. Déjà, on a multiplié par 2, presque par 3 l'audience, hein, et on a dépassé les 200 000 pages vues sur le numéro, sur le mois de mars. Là, sur le mois d'avril, on va être un petit peu moins, mais c'est quand même beaucoup plus que d'habitude. Après, au niveau des articles, c'est vrai qu'il y a un article, par exemple, qu'on avait publié il y a 2 ans de cela, je crois, qui concernait en fait des films américains qu'on pouvait voir gratuitement. Enfin, américains, ça pouvait pas être, c'est pas uniquement américain, mais la plupart sont en langue anglaise, qu'on pouvait voir gratuitement sur un site qui s'appelle Open Culture. Et cet article, avec le confinement, c'est les miracles du référencement de Google. Eh bien, on a eu un push énorme sur cet article. En quelques jours, on a eu une vingtaine de milliers de visites uniquement sur cet article. C'est un peu les bizarreries du référencement. Et avec le confinement, effectivement, ça change un peu la donne parce que les recherches sont différentes, tout simplement. Alors justement, comment est-ce que les gens, les ados notamment, arrivent sur ton site? Est-ce que c'est principalement la recherche et la recherche dans Google, ou est-ce que c'est aussi les réseaux sociaux, ou éventuellement la recherche? On sait qu'il y a beaucoup de recherches aussi sur YouTube, etc. Par quels moyens ils accèdent au contenu de Geek Junior? Il y a plusieurs moyens, mais effectivement, le référencement naturel sur Google reste une grosse partie de l'audience, hein. Donc là, c'est difficile parce que on ne sait pas qui nous regarde précisément, si ce sont des adultes ou des ados. Après, sur nos T'as pas les analytics de Google Si, pour si, avoir un peu on en a, mais je suis très méfiant avec ces analytics parce que déjà, il y a des ados qui peuvent regarder sur la tablette des parents, hein. Enfin, pour moi, enfin, c'est très compliqué de vérifier une audience quand on est sur la jeunesse comme ça. Et alors justement, s'agissant d'audience, est-ce que tu as pensé aux filles? Je te demande ça parce que en fait, dans l'aparté, on a reçu en début d'année Elisabeth Roman. Je ne Oui, sais pas si tu la connais. euh, Elle a fondé le magazine Chica. ouais, Et ouais. je la connais bien, on était en ligne tout à l'heure, il y a 2 heures de ça, on se parlait justement parce que je lui demandais des conseils par rapport à son magazine qui avait fait une campagne sur Ulule, hein, comme le mien. Et du coup, elle a 1 an d'expérience de plus que moi là-dessus. Et voilà, je voulais avoir son retour d'expérience. Oui. Et elle nous racontait que bah voilà, c'est une pro hein, de la presse jeunesse scientifique Mm. et à quel point bah, tous ces magazines de sciences pour les enfants pensent surtout aux garçons. Alors je me dis que c'est peut-être un peu le même sujet dans les sujets geeks, quoi. Est-ce que ça reste pas un peu cantonné aux garçons? En tout cas, nous, on le pense pas comme ça. Je pense qu'il y a de plus en plus de filles qui sont bien plus geeks que les garçons, qui s'intéressent de plus en plus à ces sujets-là. Après, effectivement, euh, c'est encore je veux dire, des contenus qu'on a l'impression qui sont assez genrés, quoi. Que c'est soit pour les garçons, soit pour les filles.
Je crois que maintenant, enfin en tout cas les ados de maintenant sont, par rapport à la technologie, il y a plus, on va dire cet aspect un peu, «Ah oui, ça c'est pas pour moi parce que c'est trop techno» et puis, depuis 2 ans, enfin depuis quelques années, il y a le programme de technologie du collège qui a cassé un petit peu ces barrières aussi parce que du coup tout le monde, a commencé à coder. Petite question un peu plus personnelle. Est-ce que tes enfants, à toi, ils jouent un rôle pour te suggérer des sujets ou pour te donner leur avis de lecteur sur le contenu du site? Heu, alors moi j'ai, le plus grand qui est maintenant à l'université, lui c'est absolument pas un geek, hein. Mais alors pas du tout. Bon, il se débrouille comme il peut et je lui donne des conseils bien sûr, mais c'est pas du tout un geek et ma fille qui elle est en seconde, alors elle oui, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien tous ces sujets-là et c'est assez régulièrement qu'elle va m'envoyer une vidéo, qu'elle va me dire: «Tiens ce jeu vidéo il cartonne en ce moment», heu, ou «Tiens en ce moment c'est plutôt cette application sociale qu'on utilise». C'est l'exemple avec, Discord, par exemple. C'est elle qui m'a montré, elle était encore en 4e je crois ou en 3e. Elle me dit: «Voilà maintenant, pour la classe, c'est avec Discord qu'on communique. C'est fini, c'est plus, c'est même pas Instagram». Alors ils ont Instagram, mais Instagram par exemple, c'est pour les amis. Discord là, ils vont communiquer plus pour le collège et ou le lycée et donc effectivement, elle joue un rôle aussi. Des fois, si j'ai un doute, hein, sur une application, je lui pose la question: «Tiens, est-ce que tu la connais? Est-ce que tu l'as déjà utilisée? Est-ce que tes copains l'utilisent?» Sur Discord, elle m'a fait tout un cours pour m'expliquer comment ça fonctionnait. Et alors justement, ouais, c'est exactement ce que tu racontes dans cette génération-là sur les sujets techno. Bah, clairement, ils ont un coup d'avance sur leurs parents. Et donc, on va écouter cette vidéo qui a été produite par une société qui vend des dispositifs de contrôle parental. Entre 10 et 15 ans, nous sommes déjà tous très connectés. La moitié d'entre nous possède sa propre tablette. Et 2 enfants sur 3 ont un smartphone. Et même si nous utilisons et possédons ces appareils, 16% d'entre nous n'ont pas de règles concernant l'utilisation d'Internet. Certains parents sont sûrement ingénieux pour nous imposer des règles d'utilisation, mais on sait déjà comment les contourner. Même si ça veut dire aller chez un ami pour se connecter en ligne. On sait déjà aussi cacher aux adultes ce qu'on fait en ligne. On dit ça, on dit rien. Quand on atteint nos 10 ans, 38% d'entre nous ont été exposés à des contenus vulgaires, 23% à des contenus violents, et presque 1 sur 10 a été exposé à Burk. Je ne pense pas que je devrais regarder ça. Souvent, on ne comprend pas les conséquences de ce qu'on fait ou poste en ligne. Et parfois, ça peut blesser l'autre personne. Ouais, Christophe, il y a ce besoin aujourd'hui d'échange entre les parents et les enfants sur tous ces sujets de techno. Est-ce que c'est ça aussi qui a conduit au passage au papier pour Geek Junior? Parce que tu en as parlé tout à l'heure. Tu es en train, après le site, de lancer la déclinaison papier, on va dire ça comme ça, de Geek Junior. Alors, j'ai pas entendu le tout début de la question, parce que ça a coupé pour arriver Ouais, dans le terme. quel est le pour le pour le lancement Ouais. du papier, de la déclinaison papier, à quel point tu as aussi pensé aux parents? Oui, non, mais c'est alors à la fois aux parents, mais aussi aux professeurs documentalistes, hein. J'allais dire à tous ceux qui transmettent l'information et qui peuvent aussi se nourrir de cette information pour améliorer leurs pratiques et aussi mieux transmettre ces pratiques auprès des adolescents. C'est un peu l'idée du magazine. On sait que les magazines papier, c'est pas naturellement maintenant que les adolescents vont aller sur ce type de support. Souvent, c'est par le biais bah, soit d'un parent, heu, soit dans le CDI, au centre de doc, et cetera, qui vont trouver ça. Donc, c'est quand on s'est aussi aperçu avec le trafic que l'on a sur le site web qu'il y a beaucoup de parents et beaucoup de professeurs qui nous lisent, hein, qui se servent de Geek Junior comme centre de ressources pour après le partager. On parlait de Google Analytics tout à l'heure.
j'ai vu 2 ou 3 fois où, en pleine matinée, d'un coup, j'ai un petit pic avec, sur Google Analytics, où c'était marqué, collège, je ne sais quoi, Victor Hugo de et je me dis: «Tiens, ça veut dire qu'il y a un prof qui est en train de partager un contenu de Geek Junior et le partage auprès de ses élèves». Donc, on s'est dit qu'un mag Cet usage-là, est-ce que ça va avoir un impact sur la manière dont tu penses le papier, le magazine papier et la manière dont tu l'as conçu? Ah oui, clairement, parce que, le magazine, je l'ai conçu sous la forme de tutos et pour à peu près les 2 tiers, le premier tiers, là, on est plus dans l'actu, heu et après les 2 autres tiers, on est dans des tutos, dans des et sous la forme un peu de fiches qu'on va pouvoir découper facilement. Heu heu, Concrètement, il fait 23 centimètres de large, le magazine, enfin une page, mais on va on va imprimer une prédécoupe à 21 centimètres pour que les profs, les parents et puis les ados aussi puissent, découper facilement le magazine et puissent le mettre dans des classeurs ou puissent pour les professeurs le photocopier. Moi je dis à tous les profs: «Photocopiez le magazine, c'est très bien». Heu et l'objectif est comme ça de diffuser cette information, faire découvrir Geek Junior d'une manière différente, auprès des ados, par des tiers. Et puis après il y a aussi, à l'intérieur du magazine, il y aura 4 pages détachables pour les parents. Et là, c'est, vraiment pour accompagner les parents, par rapport à la pratique du numérique, vis-à-vis de leurs enfants, notamment la gestion des écrans. Lancer un magazine papier aujourd'hui, ça peut faire parfois un peu peur parce qu'il y a, voilà, c'est quand même moins agile, moins facile que de lancer un site internet. Comment tu vois ça? C'est un risque? Ouais, ça a un certain nombre de contraintes pour toi? Alors oui, c'est un risque. En même temps, on est sur des modèles économiques, avec, une charge à la base qui est faible, quoi. On n'a pas, moi, j'ai l'habitude de dire que je fabrique des médias, à, heu, à petit prix. Je fais beaucoup de choses par moi-même, je suis assez bon aussi pour trouver des partenaires pour m'aider, et du coup pour, créer des médias qui coûtent pas cher à produire. Ça a ses limites, hein, bien sûr. Heu, il faut quand même un minimum d'argent et notamment quand on passe au papier, ça c'est évident. C'est pour ça qu'on a fait déjà la campagne Ulule. C'est pour ça aussi que je me suis entouré de personnes qui ont commencé à investir dans le magazine, hein, tout ça pour, commencer à construire quelque chose de plus solide. Mais c'est vrai que, Alors cette campagne Ulule, justement, c'est une forme de pré-abonnement ouais, que tu vends avant même la sortie du premier numéro. oui, moi je l'ai pensé, vraiment comme ça, comme une campagne de préabonnement. On avait, mis un objectif, à 10 000 €, ce qui représente, on avait dit, à peu près 300 abonnés. En fait, c'est un petit peu En espérant avoir combien en vrai? heu, déjà, enfin, au début, on pensait aller entre 15 et 20 000, on serait content. Après, il y a eu le confinement qui est arrivé et là, on faisait beaucoup moins les malins parce que notre campagne Ulule a commencé juste avant le confinement. Alors tu là, on a vraiment flippé et malgré tout, on a réussi là à dépasser, on est presque à 12 000 €. Je pense qu'on va, voilà, il nous reste encore une vingtaine de jours, donc je pense qu'on va arriver, pas loin des 15 000, c'est à peu près l'objectif, donc on n'est pas si loin de l'objectif initial. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut imprimer, les premiers numéros, payer la graphiste, payer le routage pour envoyer les magazines et puis, payer l'impression, je l'ai dit, je crois et puis après, c'est à peu près tout. Moi, j'arrive pas à me payer avec, 300 abonnés, c'est évident. L'objectif derrière, c'est de aussi proposer le magazine auprès notamment des bibliothécaires, des professeurs documentalistes pour qu'ils puissent abonner leur collège. Il y a 5 000 collèges, hein, en France. Si on arrive déjà à attirer, 10 de ces collèges, ça fait 500 abonnés et là, ça commence à être intéressant. L'objectif, c'est d'arriver très rapidement à 1 000 abonnés, pour pouvoir là, on va dire, trouver un modèle économique, hein, pour payer les charges du magazine.
Et après, au-dessus de 1000. Alors, on va y revenir dans un instant parce que pour l'instant, tu ne te payes pas. Donc, on va te poser dans un instant des questions sur comment tu fais et comment tu te débrouilles. Mais avant ça, sur la vente du magazine, des abonnements et la campagne de financement participatif, c'est un peu compliqué quand même parce que le magazine, il doit plaire aux enfants, mais c'est les parents qui sortent la carte bleue. Ça a toujours été comme ça avec la presse jeunesse, hein. Enfin, c'est souvent comme ça avec la presse jeunesse, hein. J'ai pas mal de contacts avec les gens de chez Bayard Presse, par exemple. Bien sûr, alors eux, ils ont l'avantage d'avoir un historique et d'avoir des parents qui eux-mêmes étaient abonnés au même magazine, et donc ça reproduit un petit peu à chaque fois les mêmes schémas d'abonnement. Mais bien sûr, il faut que à la fois l'adolescent puisse trouver son compte, se dire tiens, c'est super intéressant pour moi, je vais apprendre des choses, mais il faut aussi que le parent soit convaincu. Il puisse se dire c'est intéressant, tiens, ça c'est une thématique que j'ai pas retrouvée ailleurs. Et c'est bien l'idée avec ce magazine d'éducation numérique, c'est que les parents puissent se dire tiens, mon enfant va pouvoir découvrir peut-être autre chose que ce qu'il fait habituellement sur son téléphone portable, où il est tout le temps le nez sur les deux mêmes applications, je sais pas, Instagram et puis TikTok par exemple, et puis c'est tout. En tout cas, c'est l'objectif du magazine de proposer justement autre chose, de montrer, de développer la culture, enfin, les compétences numériques des adolescents, et c'est là-dessus qu'on joue auprès des parents pour les motiver à abonner leurs enfants. On n'a pas beaucoup parlé de toi encore. C'est quoi ton background? Moi, je me souviens que la première fois qu'on s'est croisés Ouais. sur Internet, tu avais lancé un site d'information locale Ouais. à Gaillac, déjà, qui de mémoire s'appelait Gaillac Info. Oui, oui, oui. Alors, j'étais un des, Et on parle de 2005 ou 2006, quelque chose comme ça. j'étais un des pionniers on va dire, euh, pour les médias De locaux en l'information ligne. locale en ligne. Ouais, voilà. C'était à la fois un média en ligne et puis c'était un magazine papier qu'on livrait tous les mois chez les marchands de journaux. Pas chez les marchands de journaux, c'était gratuit, hein, c'était chez les commerçants. Gaillac, c'est pas grand, hein, c'est même pas 20 000 habitants, donc bon, mais c'était de l'hyper local, hein, et c'est vrai que c'était un micro-média. Mais je me suis beaucoup amusé avec ça. Moi, l'idée derrière, quand je crée un média, c'est de m'amuser avec une thématique qui m'intéresse. Et puis, euh, alors c'était une première expérience pour moi en termes de, de création de médias. J'en avais créé d'autres, mais au sein d'entreprises avant. Et là, c'était moi tout seul. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et après, j'ai revendu ce média, Gaillac Info, à une agence de communication locale parce que je suis parti à Barcelone pendant là 4 années où j'étais le rédacteur en chef de la plateforme française, enfin de la version française d'un site d'information technologique qui s'appelait Softonic. Et là, c'est une opportunité pour moi, hein, d'avoir une expérience à l'étranger, dans un environnement très international, parce que bon, ça parlait 36 langues dans cette entreprise. Enfin, déjà, il y a le catalan, l'espagnol et l'anglais. Et du coup, c'était très intéressant, très enrichissant. Et puis, vivre en Catalogne, c'était sympa aussi. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans, et puis après, je suis revenu ici. C'est à ce moment-là que j'ai créé Geek Junior, le site web. Faut dire, j'avais 6 mois en Catalogne où j'avais rien à faire. Fallait que j'attende la fin de, j'allais dire de l'année scolaire pour mes enfants, et je me suis dit tiens, on va tester ce sujet-là parce que j'avais des enfants qui rentraient dans l'adolescence ou qui étaient déjà, et je les voyais avec des écrans. Je me dis mais ils ont aucun support il n'y a aucun support, il n'y a aucun média pour cette génération-là. Il n'y a aucun moyen C'était en pour quelle eux de année ça, la s'informer. création du site de Geek Junior? 2015, hein, le site web, ouais. Alors après, ouais, la question que tu posais, c'était qu'est-ce que je fais aussi d'autre? Parce que effectivement, pour l'instant, je ne gagne pas ma vie avec Geek Junior. Enfin, en tout cas, je n'en gagne pas directement. Mais j'en gagne indirectement parce que je fais de la formation. Alors, on va en parler. On va en parler justement
dans un instant. Juste avant, pointer du doigt le fait qu'on vit un moment où tout le monde, ou presque, dans l'éducation nationale, se retrouve à devoir travailler en ligne. Un changement de paradigme qui a été pointé sur France Inter par Charline Vanhoenacker. Moi, à la base, je savais à peine gérer ma boîte mail, mais il a fallu que je crée un Doodle pour organiser la classe. Ensuite, j'ai fait un Google Doc en parallèle des ENT et du CNED. Et juste après, j'ai pris une aspirine. Alors, heureusement, il y a le prof d'informatique du collège qui donne des leçons en ligne pour tous ses collègues entre 23h et minuit, quand on a fini notre journée de travail. Le pire, quand on fait cours par visioconférence, c'est qu'à tout moment, un parent d'élève peut surgir à l'écran. Alors, je regrette pas les réunions parents-professeurs. Hein. Enfin, vu les circonstances, maintenant, on fait des réunions parents-processeurs. On fait de l'humour pour garder le moral. Alors, aujourd'hui, tu l'as dit, Christophe Coqui, le média Geek Junior ne te fait pas vivre directement, mais en revanche, il t'ouvre des portes pour aller former notamment des profs comme celle qu'on vient d'entendre. Oui, alors c'est vrai que j'interviens de temps en temps dans les collèges, dans les lycées, notamment pour tout ce qui concerne l'éducation aux médias. J'interviens aussi auprès des bibliothécaires, médiathécaires, pour essayer d'attirer de nouveau les adolescents dans leur structure. Et c'est effectivement grâce notamment à l'activité de Geek Junior que j'arrive à faire ça. Et c'est une partie de ma rémunération. Alors effectivement, ces professeurs, on les caricature un petit peu quand même. Il y en a beaucoup qui se débrouillent bien. Beaucoup se débrouillent bien. Il y a des formations qui ont été faites. Effectivement, il y en a toujours un ou deux sur sur la classe de vos enfants qui sont un peu paumés, mais la plupart se débrouillent. On l'a vu avec cette fameuse continuité pédagogique. Bon, ça s'est pas trop mal passé, mais après, faut pas demander l'impossible non plus à des professeurs. C'est pas du présentiel. Les outils sont ce qu'ils sont. Ça reste limité. Mais la plupart des enfants ont réussi quand même à avoir une activité scolaire pendant cette période compliquée, même s'il faut pas non plus vendre cette solution de continuité pédagogique comme si c'était pareil et qu'on allait réussir à avoir le programme de la même manière, à suivre ce programme de la même manière. C'était une solution de secours, il faut être clair là-dessus. Ouais. En dehors de ces activités et de ces missions de formation, il y a d'autres activités de Geek Junior aujourd'hui. Je crois que quand on a préparé cet entretien, tu m'as parlé d'un partenariat avec un titre jeunesse. Oui, Geek Junior est partenaire d'Ocapi, de Bayard Presse. En fait, la page geek d'Ocapi, c'est Geek Junior qui l'a produit et c'est surtout moi qui l'a produit. Effectivement, ça permet une visibilité pour Geek Junior et puis c'est aussi une partie de ma rémunération. Et puis après, à côté de ça, je fais du conseil aussi en communication web pour des entreprises. Donc de manière plus ou moins régulière. Là, il y a une entreprise avec qui je travaille régulièrement aussi, qui fait lui du logiciel pour un autre sujet qui n'a strictement rien à voir avec Geek Junior, mais qui permet d'avoir une rémunération. De toute façon, quand on crée un micro-média comme ça, à partir de rien, avec très peu de moyens, la première chose à s'assurer, c'est quand même de pouvoir se payer à la fin du mois, quoi. Moi, je préfère à chaque fois, si c'est frustrant par rapport à Geek Junior, par exemple, mais s'il y a un choix à faire entre, tiens, je vais faire un article pour Geek Junior, mais il faut aussi que je travaille pour tel ou tel client, c'est le client qui va passer en premier, même si c'est un peu frustrant, mais c'est super important et c'est un conseil que je donne aussi quand certains des fois m'interpellent par rapport à Geek Junior et qui veulent eux-mêmes lancer un média. C'est facile de lancer un média en ligne, hein, créer un site web, bon, c'est pas très compliqué maintenant. Mais ce qu'il faut, c'est de la constance et puis ne pas oublier quelles sont ses priorités aussi personnelles, quoi. C'est super important et notamment les priorités financières, hein. Surtout quand on arrive à un certain âge, où on a une maison à payer, des enfants, etc., etc. Donc là, faut faire très attention. Et alors, pour l'avenir de Geek Junior, donc peut-être qu'effectivement les petits ruisseaux peuvent faire des plus grands fleuves. Donc,
On a vu que tu avais un partenariat, que tu avais bientôt un magazine papier. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as en tête? Je ne sais pas, des petits événements ou que sais-je? Alors pour l'instant, on y va piano piano. J'ai mis 5 ans hein, pour faire le magazine déjà, donc non mais il faut prendre son temps et le magazine là c'est un vrai pas déjà. Il y a beaucoup de travail à faire en termes notamment de marketing direct pour essayer d'avoir un maximum d'abonnés assez rapidement. Quand on aura 2-3 000 abonnés, après on pourra peut-être penser à d'autres activités. C'est vrai que la partie événementielle est intéressante, mais il y a des gens qui font ça très bien sur ce sujet-là. Il y a Startup for Kids, par exemple, qui est une structure sur Paris qui est géniale. Donc, moi, je préfère souvent, c'est collaborer avec des gens comme ça, voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et plutôt que d'être un nouvel acteur sur quelque chose sur un secteur que quelqu'un fait déjà super bien. On est quand même sur des micro-cibles, hein, c'est quand même assez ciblé, donc faut mieux essayer de voir, en plus, bon, c'est un petit milieu, donc faut mieux essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, plutôt que, tiens, je vais faire la même chose qu'a fait le copain pour essayer de lui piquer des parts de marché ou des choses comme ça. Je trouve que c'est pas intéressant. Donc pour l'instant, non, on va déjà continuer avec le magazine, essayer voilà, de consolider ça. C'est l'objectif de cette année 2020, bon, qui est un peu modifié avec cette histoire de confinement, mais bon, ça va. Pour l'instant, on arrive à peu près à, être. On a décalé la sortie du magazine d'un mois. Donc là, on va voir comme a priori, ça va se détendre un petit peu au niveau du confinement. On va pouvoir imprimer le magazine au mois de mai et sortir le numéro 1 au mois de mai. Pour finir, Christophe, tu as lancé deux médias, on va dire, artisanaux au cours des dernières années. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui sont sur le point de se lancer ou qui pensent à ça. Qu'est-ce que tu as appris de ces deux expériences et qui est utile aujourd'hui pour ceux qui se lancent? Je dirais suivre son intuition, parce que quand on est bien sûr, il faut savoir écouter les autres, mais quand on a créé un média, c'est généralement pas par hasard, c'est parce qu'on a vraiment déjà beaucoup travaillé sur le sujet, on connaît bien le sujet, on sent qu'il y a il y a un vrai besoin. Donc c'est suivre son intuition. C'est aussi vraiment bien définir qu'est-ce qu'on veut faire au niveau professionnel, et quel équilibre on veut avoir au niveau par rapport à la vie personnelle. C'est très important quand on est sur des petits moyens comme ça. Moi, je vis dans le Tarn. Ça a plein d'avantages. Il n'y a pas beaucoup de cas de coronavirus, mais en même temps, pour créer un média national, c'est compliqué. Il y a tous les réseaux qu'il faut se créer, c'est plus long. Bon, alors justement, ça permet aussi de faire des choix et de ne pas perdre son temps à 36 start-up meetings, je ne sais quoi, qui finalement ne servent à pas grand-chose. Mais faut trouver quand même cet équilibre entre qu'est-ce qu'on veut faire vraiment au niveau personnel, au niveau professionnel, parce que sinon, ça peut vous bouffer ce genre de, de, de projet. Et ensuite, comme j'ai déjà dit, faut vraiment faire attention à s'assurer une indépendance financière, quelle qu'elle soit. Et c'est bien, quand on est jeune, à la rigueur, on peut dormir chez les copains sur le canapé ou continuer chez les parents, etc. Mais quand on a déjà d'autres responsabilités, l'essentiel, c'est déjà d'avoir un travail, d'avoir de quoi payer les factures. Et ensuite, on se fait plaisir, on peut s'éclater à créer un média, on teste, on voit ce que ça donne. Moi, je ne savais pas ce que ça pouvait donner, hein, Geek Junior. Et puis, tout de suite, il y a eu une audience, j'ai eu beaucoup de retours, et je me suis dit, tiens, a priori, il y a un vrai besoin, et en tout cas, ça intéresse du monde. Mais il faut tester, il faut savoir aussi, important, arrêter un média si ça ne marche pas, ou si vous n'avez plus l'envie, si ça devient une punition pour vous, il faut arrêter, quoi. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast depuis ton lieu de confinement à Gaillac. Bonne chance pour le lancement de Geek Junior, le magazine papier. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode d'Aparté. Aparté, c'est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information,
et samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Salut à toi Jean-Baptiste. Salut Philippe, on se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau innovation dans les médias. Aparté est un podcast produit par Jinkyo. Il est animé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold. Notre expert du son et de la réalisation, c'est Raphaël Belon. La communication et les réseaux sociaux d'Aparté sont animés par Laurie Lejeune. Le design graphique a été imaginé par Benjamin Leble et la musique composée par Boris Leble. Vous pouvez retrouver Aparté sur Instagram, en 2 mots, comme en latin, A, plus loin, Parté. Plus loin, podcast. Comme en anglais. Non, comme en latin. Bon, bref, c'est un balado francophone, Aparté podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires. Et si vous n'aimez pas Instagram, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter. Elisco, ELIZCO. XJBDX. Merci pour votre fidélité.